Noël Lenoir, bonjour. Bonjour. On va parler naturellement, pour commencer, de la Syrie avec cette information. Obama décide de faire voter le Congrès et repousse l'opération. Mais on va commencer par l'Europe, puisque vous avez été en charge des affaires européennes et l'Europe se montre divisée sur le conflit syrien. La Grande-Bretagne et l'Allemagne sont contre, la France est pour une intervention. Ça veut dire encore une fois que l'Europe ne parlera pas d'une seule voix dans ce dossier? Je pense que chacun l'a compris. Moi, je suis comme M. Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge, parlementaire européen. Je regrette qu'il n'y ait pas de position commune, mais c'est un tout petit peu la limite de l'Union européenne, qui n'est pas, loin de là, les États-Unis d'Europe, et aussi d'une règle que je trouve un peu un poison mortel, si je puis dire, c'est la règle du veto. On le voit bien au Conseil de sécurité avec la position de la Russie, et on le voit bien aussi au niveau européen. La politique étrangère et la politique de sécurité, de défense de l'Europe est régie par une règle qui est l'unanimité. Donc il suffit qu'il y ait un seul pays qui soit contre pour que rien ne se passe. Et à cet égard, je pense qu'il faut quand même réfléchir dans l'avenir à faire évoluer la façon dont on décide au niveau européen d'un certain nombre d'interventions, peut-être pas toutes, mais au moins d'un certain nombre d'interventions, y compris militaires. Mais est-ce que Alors on va parler de la position de la Russie, mais auparavant, sur le revirement d'Obama qui souhaite demander l'avis du Congrès, est-ce que ça veut dire que François Hollande devra faire la même chose à l'Assemblée nationale? Alors, bon, je ne veux pas me substituer au président de la République. Vous l'avez dit à l'instant, des consultations vont commencer auprès des responsables des différents partis, des groupes politiques parlementaires. Il n'y a pas d'obligation juridique, ça c'est clair, hein, comme d'ailleurs aux États-Unis, puisque depuis la réforme de 2008, la réforme constitutionnelle, la seule obligation du gouvernement, c'est d'informer, à l'issue d'un débat sans vote en principe, dans les 3 jours d'une intervention militaire, les parlementaires de l'intervention et de ses buts. Il n'y a que si la présence des forces militaires françaises se poursuit au-delà de 4 mois qu'il faut une autorisation qui, d'ailleurs, pour l'Afghanistan, avait été donnée par le Parlement. Donc, il n'y a pas d'obligation juridique. Alors, le paysage change très vite, vous l'avez noté. Il y a eu le rejet un petit peu surprise par le Parlement de Westminster de la proposition d'intervention de M. Cameron. Il y a maintenant la décision de Barack Obama, qui n'est pas du tout, comme vous l'aurez relevé, M. Bush, qui n'est pas du tout va-t-en-guerre, d'essayer, entre guillemets, de mouiller un tout petit peu les partis politiques, parce que chacun y va de sa leçon de morale, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de solutions à la clé, même si l'intervention, évidemment, n'est pas une intervention des troupes au sol. Alors maintenant, est-ce que le président de la République va demander un vote qu'il n'est pas obligé de demander? C'est possible. Et c'est vrai que eh bien, ça donnerait un petit peu le là de ce type d'intervention. Moi, ce que je trouve quand même positif dans cette affaire, c'est que la France, très clairement, membre du Conseil de sécurité, se positionne. Il n'y a pas eu d'atermoiement de la part du président de la République. Il a clairement dit qu'avec les Américains, il était pour une intervention ciblée, des frappes aériennes sans intervention au sol. C'est une sorte de coup de semence pour essayer de ramener peut-être les Russes autour d'une table des négociations. Donc il n'y a pas eu d'atermoiement. Et puis clairement, notre pays a une vocation internationale. Les Français qui sont si pessimistes devraient quand même être fiers du rôle qu'on est capable de jouer dans des crises. Et c'est vrai que si, ce qui paraît le cas, il y a eu extermination de quelques 1500 Syriens via des armes chimiques, la communauté internationale ne peut pas rester les bras ballants, ça c'est certain. Donc une opération militaire est souhaitable, si je pense qu'une opération militaire est légitime, mais il n'y a pas de bonne solution. Elle comporte d'énormes risques, bien entendu, et on les connaît. C'est-à-dire d'énormes risques aussi, des répercussions pour nous, pays européens? Pour nous, pays européens, s'il y a une alliance Syrie, Iran, Hezbollah, par exemple contre Israël ou des actes terroristes, c'est vrai qu'il peut y avoir des répercussions. Il peut y avoir évidemment aussi des répercussions au Liban, où le Hezbollah est un parti politique dominant. Il peut y avoir des répercussions, mais il y a déjà des répercussions
de ce conflit, qui est un conflit qui n'est pas seulement régional. Il pose une question qui est celle de l'équilibre du monde dans cet endroit tout particulier qui regorge de richesses et de matières premières et qui s'appelle le Moyen-Orient. Est-ce que comment vous expliquez la position de la Russie sur ce sujet? Comment vous expliquez qu'il continue à soutenir Bachar el-Assad même après l'utilisation d'armes chimiques? Alors, et à livrer des armes à Bachar el-Assad. Je pense que la première chose, c'est que la Russie, et en particulier le président russe Vladimir Poutine, est totalement opposé à toute intervention extérieure dans les affaires intérieures d'un État, y compris le sien. Vous savez qu'il y a la Tchétchénie, enfin, il y a un certain nombre de conflits gelés aussi dans cette partie du monde. Et ça, c'est vraiment, je crois, l'explication clé. La Russie ne veut pas qu'on se mêle de ses propres affaires et la Russie est en lutte contre une certaine forme de ce qu'elle estime être le terrorisme islamiste. Deuxièmement, on doit l'observer. Durant ce mandat, alors qu'on pensait à un rapprochement après la chute du mur de Berlin entre la Russie et les États-Unis, il y a une rhétorique très très anti-américaine chez M. Poutine et à la Douma. On l'a vu récemment avec un certain nombre d'initiatives législatives. Par exemple, les Américains sont interdits d'adoption d'enfants russes. Ou à la suite des mesures qui ont été prises au Congrès américain de sanctions pour ce qui était arrivé à M. Magnitsky, qui était l'avocat d'un fonds américain qui avait investi en Russie et qui a été emprisonné parce qu'il avait joué un peu le rôle du lanceur d'alerte. Il avait dénoncé la corruption au niveau de l'administration russe. Il a été torturé, tué en prison, etc. Je pense qu'il y a un raidissement très net de la Russie, qui, comme vous le savez, a une ouverture sur l'Occident et sur une certaine culture de l'universalisme et de la démocratie, et puis qui a aussi, du fait de son territoire qui est immense, eh bien, une ouverture vers l'Asie. Et il y a quand même, aujourd'hui, très nettement, une distance qui est prise par M. Poutine vis-à-vis de l'Occident. Est-ce que vous voyez un relais de ces positions russes en Europe? Puisqu'on voit par exemple que la Pologne, qui était pour la guerre en Irak, est aujourd'hui contre l'intervention en Syrie. Très nettement, puisque le ministre des Affaires étrangères, M. Sikorski, qui était de passage à Paris lors de la conférence des ambassadeurs, a très nettement dit qu'il considérait qu'il fallait à tout prix essayer de faire revenir la Russie autour de la table des négociations, ce qu'on appelle le Genève 2, ce que dit aussi Mme Ashton. Et c'est vrai que c'est un signe pour la Pologne très important, dont l'ennemi héréditaire était la Russie, comme vous le savez, et qui essaye de jouer un rôle beaucoup plus d'équilibre et qui se ressent comme un très grand pays en Europe, ce qui est vrai, et ils veulent essayer de faire un peu le pont entre l'Europe de l'Ouest et puis les pays d'Asie centrale et la Russie. Je pense que c'est une position très importante parce que les Polonais aussi souhaitent renforcer leurs capacités militaires. Je reviens justement à l'opération militaire. Est-ce que l'alternative, ce n'est pas ce qui se passe peut-être depuis quelques semaines, voire quelques mois sur le terrain en Syrie, c'est l'aide à la rébellion, l'aide directe par des formations, des livraisons d'armes ou autres. Est-ce qu'il y a une limite, selon vous, à cette aide à la rébellion syrienne, vu les risques que ça peut encourir ? Alors, bon, il n'y a pas de livraison d'armes de destruction auprès des rebelles. C'est vrai que les rebelles, c'est un ensemble qui n'est pas du tout homogène, puisque vous avez des djihadistes, mais vous avez aussi une opposition dont le chef a été reçu récemment à Paris, qui regarde vers la démocratie. Donc c'est effectivement extrêmement compliqué. Je crois que le problème qui est posé, il est double. C'est la France, un pays à vocation internationale. La réponse est oui. On le voit plus que jamais aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est très important que nous gardions ce rôle. Et deuxièmement, il n'y a pas de bonne solution. Tout le monde est d'accord pour considérer qu'il faut une solution politique. Et peut-être que le changement d'ailleurs de président en Iran donne une certaine ouverture à cet égard, avec le nouveau président iranien. Et d'ici là, armes chimiques, non. On doit dire non, absolument. Alors moi, je ne suis pas en mesure de juger si ce non doit prendre telle ou telle forme d'intervention militaire, mais en tous les cas, il faut dire non à ce type de pratique, parce que sans ça, il n'y a plus de communauté internationale.
Vous disiez tout à l'heure, il n'y a aucune obligation juridique, vous êtes juriste et ancien membre du Conseil constitutionnel, aucune obligation juridique à voter pour l'intervention militaire. En deçà de 4 mois. Après 4 mois, oui. Après 4 mois, oui. Après Mais 4 mois de il présence. y a l'obligation de voter ni en France ni aux États-Unis. Mais est-ce que François Hollande ne va pas être obligé d'aller au-delà de la simple consultation et d'aller sur un vote dans la mesure où il est obligé de suivre Obama? On ne va pas se retrouver tout seul dans cette affaire. Je crois que vous aurez le résultat, en tous les cas la réponse à votre question, à l'issue des entretiens avec les groupes politiques parlementaires. Il y a un débat au Parti socialiste, puisque Mme Adam, présidente de la Commission de la Défense, a considéré qu'il serait normal qu'il y ait un vote. Il y a un débat ailleurs. Le président n'est pas obligé, il consulte et il vous donnera sa réponse. Président, oui. Le président de la République, justement, a accordé un grand entretien au Monde ce week-end. Et François Hollande a profité une nouvelle fois de cette occasion pour afficher un optimisme de fer, je dirais. Est-ce que, selon vous, cet optimisme présidentiel est toujours justifiable ? Moi, je trouve qu'il est absolument justifiable et même recommandable. Dans un pays comme la France, où, en dépit de la crise et d'un phénomène de pauvreté, de précarité, notamment pour les jeunes, la qualité de vie est très importante. Et nous devons, nous, Français, regarder vers l'avenir et ne pas sans cesse regarder vers le passé, et d'où notre pessimisme qui est considéré comme record au niveau international. Le président de la République a demandé aux Français des efforts, notamment en matière fiscale. On ne peut pas demander à son peuple, à la population, à ses électeurs ou à ses non-électeurs des efforts, et puis par ailleurs leur dire qu'il n'y aura pas de sortie du tunnel, que tout va mal. Donc je pense que cet optimisme est absolument fondamental. J'ajoute que je viens de lire, comme je vous l'indiquais tout à l'heure avant l'émission, les mémoires, enfin les recueils de discours, d'interventions, de papiers de Einstein, et qui lui-même déjà considérait que la grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'était justement que le peuple américain est optimiste et qu'il voit la vie comme un projet d'avenir. Et il se voit comme un peuple en devenir. Et donc, il y a toujours une conquête à la clé ou une lutte qui doit le mobiliser. En revanche, nous, Européens, disait-il, nous regardons vers notre passé. Nous sommes des vieux peuples. Et quand on regarde vers nos passés, nous sommes tous en Europe des anciens empires qui avons, à une époque ou à une autre, dirigé le monde. Eh ben, on observe que le monde change. Moi, je trouve que l'opportunité actuelle, c'est qu'on change totalement d'époque. Il y a de nouvelles cultures qui nous deviennent familières. Il y a des pays émergents qui nous concurrencent. Il y a de nouvelles avancées scientifiques et technologiques. Donc, si le chef de l'État n'est pas optimiste, je pense que, on ne voit pas pourquoi, il dirigerait une nation qui doit évoluer et qui doit regarder vers l'avenir. Vous avez souvent dit, Madame Lenoir, que vous ne croyiez pas à la crise comme un Big Bang qui mettrait à bas l'économie réelle. Mais est-ce que vous croyez à la reprise? En ce moment, il y a une reprise. Les États-Unis, 2,5% de croissance, c'est pas faramineux, mais enfin, on serait bien content d'avoir ce pourcentage. Il y a une forme de reprise. Il y a des pays qui, à l'abri de l'euro, évidemment, ont un petit peu laissé filer la dette, comme nous d'ailleurs. On a laissé filer la dette ces dernières années, puisque pour enflouer les caisses de l'État, il y a soit l'impôt, soit la dette. Donc maintenant, on est plutôt du côté de l'impôt. Avant, on était plutôt du côté de la dette. Donc je pense que la crise n'est pas un Big Bang, parce que la crise, elle est consubstantielle à la mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes concurrencés par des pays émergents, qui ne sont plus émergents, mais qui sont déjà émergés. Et donc, il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle donne mondiale. En revanche, c'est vrai que la crise peut être une opportunité pour emporter l'adhésion de la population sur ce qu'on doit faire, c'est-à-dire élever le niveau d'éducation, aider
ce qui va être une nécessité, tout un chacun, à exercer plusieurs métiers dans une seule vie, donc s'adapter, se former tout au long de la vie, et puis aussi accueillir, on en parlera peut-être, d'autres nationalités sur notre sol, et nous-mêmes être préparés, pour certains d'entre nous, à aller ailleurs, exercer nos talents. Donc je pense que c'est un siècle du mouvement, et c'est à cet égard que je pense que nous devrions être beaucoup plus optimistes. Juste un mot, vous parliez soit de l'impôt, soit la dette. François Hollande a annoncé une pause fiscale. Elle arrive trop tôt ou elle arrive au juste moment, selon vous, cette pause ? Alors, est-ce qu'il y aura une pause totale ? Je n'en sais rien. Je pense que la pause fiscale est sans doute un message qui sera bien reçu. Vous savez qu'en France, ce qui est le plus critiqué, notamment par les investisseurs qui veulent venir chez nous, on est encore un pays très attractif pour les investissements étrangers. Ça n'est pas tellement la pression fiscale qui est importante, il faut le dire, puisqu'on est juste après la Suède en termes de pression fiscale sur les hauts revenus, à égalité sans doute avec l'Espagne, et je crois le Danemark, mais c'est surtout l'instabilité fiscale. C'est-à-dire qu'on change de législation fiscale perpétuellement. Et ça, je pense que c'est une maladie endémique très très française, et peut-être que derrière cette idée de pause fiscale, il y a aussi souffler et essayer d'arrêter de changer tous les 6 mois ou tous les ans de structuration de la fiscalité en France. Alors l'une des grandes réformes de cette rentrée, c'est aussi la réforme pénale annoncée par Christiane Taubira. Parmi les différents points de cette réforme, il y a l'annonce de la suppression des peines planchées. L'opposition crie au laxisme, quasiment là, une main tendue pour les délinquants. La gauche défend évidemment cette réforme. Vous pensez quoi ? Vous vous positionnez comment vis-à-vis de cette décision ? Alors moi, je ne me positionne ni à droite ni à gauche, puisque en tant que déontologue, je n'ai pas à le faire. Mais ce que je peux dire, c'est que les peines planchées telles que nous les avons appliquées étaient directement inspirées du système anglo-américain. C'est-à-dire que dans le système anglo-américain, vous avez des peines automatiques planchées en cas de récidive, et qui sont de plus en plus élevées si vous êtes multirécidiviste. Mais en revanche, vous avez un sas de respiration, si je puis dire, avec le plea bargaining, c'est-à-dire que vous pouvez, en plaidant coupable, négocier avant jugement votre peine, en quelque sorte. Et donc, c'est un système que nous avions importé, mais avec quand même une flexibilité répondant à notre système, nous, de personnalisation, d'humanisation et d'individualisation de la peine, puisque le juge, même avec les peines planchées, pouvait considérer que les garanties de réinsertion de l'accusé ou du prévenu étaient tellement importantes que, eh bien, on pouvait descendre en deçà des peines planchées. Donc il y avait déjà une certaine flexibilité. Le message qui est adressé par Madame Taubira aujourd'hui, c'est la prison n'est pas une fin en soi, c'est la punition, mais souvent, hélas, elle omet la réinsertion. Or, même souvent, les délinquants graves, eh bien, ils sortent à un moment donné de prison, et il faut évidemment empêcher la récidive. Ce n'est pas seulement un problème de surpopulation carcérale. Je crois qu'il faut réfléchir à la façon d'empêcher la récidive. Alors, la contrainte pénale, c'est-à-dire une sorte de sursis probatoire qui existe déjà mais amélioré, ça demande un certain nombre de moyens. Je pense que les débats au Parlement sur ce sujet sont très intéressants. Donc, individualisation de la peine, on n'a jamais abandonné ce principe sacro-saint du droit pénal français, c'est-à-dire on adapte la peine à la personnalité du délinquant, son origine sociale, sa psychologie, sa vie, son passé, etc. On ne l'a jamais vraiment abandonné, et maintenant on essaye de nouveau de trouver des alternatives à la prison. À cet égard, on ne peut qu'être satisfait, mais il faut que ça se fasse dans des conditions, évidemment, qui sont efficaces. Oui, mais enfin, en même temps, vous dites il faut qu'il y ait un débat au Parlement, mais il y a un débat aussi à l'intérieur du gouvernement, et manifestement, le président de la République et le Premier ministre ont tranché pour Madame Taubira et contre Monsieur Valls. Non, mais ça, je crois que c'est un tout petit peu... Moi, j'ai de façon, disons, courante, depuis des décennies, il y a des différences de culture et de sensibilité, voire même parfois des oppositions entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Ça a toujours été le cas sous tous les gouvernements. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la presse aime monter en épingle la différence de personnalité entre Madame Taubira et Monsieur Valls, qui sont un peu deux vedettes du gouvernement. Je pense qu'il y a eu arbitrage
pour cette réforme de Madame Taubira, mais qui n'est pas une rupture fondamentale, puisque, comme je l'indiquais, les peines planchers avaient quand même une certaine flexibilité, et la contrainte pénale a un précédent qui va être un petit peu renforcé, amélioré, qui est le sursis avec mise à l'épreuve. Il y aura une réforme pénale, c'est ce qui a été donné comme message par le président de la République, et il faut bien qu'il y ait un arbitrage. Alors, M. Valls a lui aussi fait son annonce, c'est celle de l'augmentation des naturalisations, 14% de plus qu'il y a tout juste un an. Comment faut-il percevoir cette annonce? Est-ce que c'est un geste politique pour montrer qu'on est de gauche et en pleine rupture avec l'ère Sarkozy, ou bien est-ce que c'est une réelle politique d'immigration qui est en train de se dessiner? Je pense que c'est un geste politique. Alors, vous le savez, en Allemagne, il y a la même évolution, puisque je crois qu'entre 2012 et 2013, il y a eu plus 19% de naturalisation en Allemagne. Beaucoup d'Européens, d'ailleurs, des Grecs, des Espagnols, enfin des jeunes à la recherche d'emploi. Nous, on a une immigration qui est sans doute beaucoup plus diversifiée. C'est un mouvement européen qui répond d'abord à un souci démographique pour les Allemands. Chez nous, à un souci d'intégration. Et je pense que, à cet égard, une naturalisation, c'est d'abord de la part de celui qui demande à être naturalisé un geste très positif. C'est quand même une volonté d'adhérer à la culture, aux valeurs d'un pays. Donc je trouve ça très positif. Et puis, comme je le disais, c'est quand même une évolution qui est assez reconnaissable, qui est assez visible dans d'autres pays que la France, en Allemagne. Donc oui, c'est l'Allemagne ne positif. table pas sur une immigration choisie, comme l'avait d'ailleurs souhaité Nicolas Sarkozy en son temps. Alors, c'est vrai que les Allemands, eux, insistent beaucoup sur ce qu'on appelle les talents. Ce qui sera aussi, d'ailleurs, d'après ce que je comprends des déclarations de M. Valls, la tonalité, c'est-à-dire les gens précaires chez nous, et puis aussi les talents. Alors, à une époque, M. Schröder avait dit on a besoin de, je ne sais plus combien de milliers d'informaticiens ou d'ingénieurs, etc. Il y a aussi cette recherche. Chez nous, on a traditionnellement une politique plus ouverte, parce que, comme vous le savez, on a des liens privilégiés avec des pays qui ont été des colonies, avec lesquels, évidemment, on a des liens historiques autres, mais c'est quand même la même tonalité. Un pays ne peut pas être figé. D'ailleurs, l'actuel président de la République, évidemment, ça remonte à très loin, je crois au XVIe ou au XVIIe siècle, est d'origine hollandaise, comme son nom l'indique. Le précédent président de la République était pour partie d'origine hongroise, et en France, je crois qu'il y a 40% de Français dont au moins un ou deux grands-parents sont d'origine étrangère. Donc c'est une richesse pour notre pays. Alors vous êtes quelqu'un de consensuel, puisque vous aviez été ministre de M. Raffarin et vous aviez fait une mission pour M. Rocard, et puis surtout les présidents des groupes politiques vous ont donné leur accord donc, pour vous nommer déontologue à l'Assemblée nationale. Dites-nous d'abord en quoi consiste la fonction. Alors c'est une fonction qui est très nouvelle, qui n'a de précédent qu'en Grande-Bretagne, à la Chambre des communes, au Canada et au Québec. Et le déontologue est une personne extérieure à l'Assemblée, mais qui est nommée, comme vous venez de le dire, par le bureau et les groupes de l'Assemblée nationale, et qui a une double fonction. Une première est de recevoir les déclarations dites d'intérêt des parlementaires qui, dès leur élection, dans les 30 jours de l'élection, doivent indiquer au déontologue, dans une déclaration qui pour l'instant est confidentielle, qui ne sera pas après le vote de la future loi sur la déontologie, sur la transparence de la vie politique, ils doivent déclarer leurs activités professionnelles annexes, celles de leur famille et toutes les participations financières qu'ils ont dans des entreprises. Et au fur et à mesure qu'ils prennent des activités, ils doivent le déclarer. Ils doivent aussi déclarer tous les voyages financés par des tiers, qu'il s'agisse des voyages d'études de telle ou telle entreprise qui veut faire visiter ses usines je ne sais où dans un pays étranger, ou des voyages payés par des États étrangers qui invitent des délégations parlementaires. Ils doivent aussi déclarer, à l'instar de ce qui est prévu au Parlement européen, tous les cadeaux ou avantages, y compris les repas, dont le montant est supérieur à 150 €. Donc il y a toute cette nouvelle, disons, contrainte déclarative. Et quand je m'aperçois que telle ou telle déclaration n'a pas été faite, eh bien je retourne vers le parlementaire, je lui demande de la faire. Et puis, j'ai une fonction de conseil
Je peux vous dire qu'en 6 mois, j'ai plus appris qu'en 10 ans. J'ai commencé ma carrière comme fonctionnaire parlementaire, administrateur au Sénat. Il y a des tas de sujets qui interpellent aujourd'hui les parlementaires. Donc, c'est une fonction de dialogue, de conseil, d'orientation. Je n'ai pas de pouvoir de décision, seul un pouvoir de recommandation. Et vous pouvez lire mes lettres d'information et avec un certain nombre de recommandations sur le site internet de l'Assemblée nationale. Alors vous parliez de la loi sur la transparence. Après les débats qui ont suivi l'affaire Cahuzac, on a entendu Claude Bartolone dire que la transparence totale n'était pas possible et qu'elle n'était pas souhaitable. C'est votre avis aussi ? Alors, il y a eu un débat uniquement sur la déclaration des patrimoines, celle qui a été faite par les ministres. Parce qu'effectivement, à l'étranger, sauf... un certain nombre de pays, en tout cas, sauf en Italie, où la déclaration de patrimoine, c'est-à-dire, est obligatoire et n'est respectée, cette déclaration, elle n'est faite que par la moitié des députés. Et la presse publie la liste des 10 députés les plus riches, et à l'époque, ça a toujours été Berlusconi qui était en tête du hit parade. Il n'y a pas de déclaration de patrimoine. Même au Canada, la déclaration de patrimoine est faite aux déontologues, mais elle est confidentielle. Et donc, il est vrai qu'en période de crise, on avait pu craindre que la population, pour ce qui est des députés qui avaient un petit peu d'argent, est une réaction dans un pays où on a des rapports avec l'argent qui ne sont pas extrêmement stabilisés, qui ait beaucoup d'envie, de reproches, etc. Donc, sur la déclaration de patrimoine, il y a effectivement eu un débat. Je crois que ce qui a été prévu est convenable, c'est-à-dire que cette déclaration sera consultable mais non pas publiée. Une dernière question concernant la politique française. On entre dans une année qui va être riche en rendez-vous électoraux. Il y aura les élections municipales et les élections européennes. Dans les deux cas, on entend beaucoup, depuis plusieurs mois, parler d'une percée des extrêmes et surtout du Front National. Est-ce que vous êtes inquiète de cette percée attendue ou en tout cas annoncée ? Bien sûr. Tous les pays européens sont confrontés au populisme, qui est un peu le prix à payer de la crise, qui met à jour des inégalités et qui demande des efforts à tout le monde, y compris à ceux qui parfois sont déjà en difficulté. Donc il y a une montée très inquiétante du populisme. À l'heure actuelle, par exemple, au Parlement européen, vous avez 753 députés, il y en a plus de 600 qui appartiennent à des groupes politiques, à des partis pro-européens, centre-droit ou centre-gauche. Et il y a une centaine de députés qui appartiennent à des groupes populistes, dans lesquels je range maintenant les Britanniques, les conservateurs britanniques, qui sont dans un groupe où vous avez aussi une partie des parlementaires qui sont quand même assez proches de l'extrême droite. Donc vous avez seulement une centaine sur 753 députés. On peut craindre que ce Parlement européen, qui a une fonction de stabilisation des rapports entre le centre-droit et le centre-gauche, ne devienne populiste. Et alors, évidemment, ça déséquilibrera complètement l'action de l'Union européenne. Quant au niveau local, je pense que ce sera peut-être un petit peu moins vrai parce que les grands partis de gouvernement ont un fort ancrage local, mais le vote protestataire au niveau européen, oui, il est fort à craindre. Et je pense qu'il faut commencer la campagne avant la campagne. Il faut qu'il y ait une pédagogie de l'Europe qui soit faite par les partis politiques et de manière beaucoup plus engagée, beaucoup plus explicite que ça n'a été fait, hélas, par le passé, où le taux d'abstention aux élections européennes est beaucoup trop élevé. Nous terminons sur la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec ce site, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet, Madame Lenoir ? Quel livre lisez-vous en ce moment ? Alors, je vais peut-être vous décevoir parce que je ne suis pas tout à fait dans l'actualité de la rentrée littéraire. Je suis en train de relire les mémoires de Jean Monnet que j'ai lues il y a 30 ans, que je trouve passionnantes. Parce que je prépare un bouquin sur l'Europe, donc je me dis que ça va me permettre de mettre ça en perspective pour l'avenir, en regardant le passé. Il y a 2 enseignements, enfin il y en a 3. D'abord, comme vous le savez, il était négociant en cognac et il a été le principal inspirateur de l'Europe, ce que je trouve absolument incroyable. Deuxièmement, il dit la coopération, ça ne marche pas. La coopération entre États, on se gargarise, ça ne marche pas. Il faut des structures politiques.
Il faut qu'il y ait un cadre, Conseil de sécurité, Conseil européen, il faut qu'il y ait un cadre. Et puis ce qu'il dit aussi, je trouve que l'anecdote est assez amusante, c'est que l'unanimité, c'est un poison mortel. Et il raconte qu'à la SDN, dont il était le secrétaire général, comme vous le savez, eh bien à la SDN, où il y avait 39 États, il y avait M. Lord Balfour, qui a été ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre britannique, qui dormait. Alors, tous les États négociaient, etc. Et puis, à la fin des négociations, au bout de 2 jours, Lord Balfour disait « Le gouvernement de Sa Majesté est contre ». Donc, tout le monde rentrait chez soi. Et je trouve que cette leçon, elle est extrêmement utile aujourd'hui. Non, mais Monsieur Balfour a fait quand même de bonnes choses. Il Très n'a pas bonne fait four. La que déclaration dormir, de Balfour, voilà. la déclaration de Balfour qui a permis la création d'Israël. Voilà. Et ça a été excellent. Mais Voilà. à l'époque, il dormait moins. C'était en 17, c'était pas en 1930. Il est mort en 1930. Merci, lecture européenne de Jean Monnet, qui n'étonnera pas de votre part. Madame Noëlle Lenoir, donc ancienne ministre des Affaires européennes et aujourd'hui déontologue à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien.